PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Salon de la mort, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois intéressant, mais en même temps qui demeure très tabou. Tu l'as mentionné durant l'entrevue, on va tous y passer, c'est tout à fait vrai. La vie, malheureusement, est une maladie mortelle. Mais ultimement, c'est un sujet qui reste tabou. Hein? On ne veut pas trop y penser, on ne veut pas trop en parler. Alors, il faudra voir de quelle façon les gens du salon vont réagir avec ce grand tabou social qui est la mort. Il faudra voir comment ils vont réussir à attirer un public. Mais ce qui est intéressant, durant l'entrevue, il était mentionné, effectivement, cette culture de la mort, elle n'est pas vécue par toutes les sociétés, les communautés, comme étant de la même façon. Et dans une société de plus en plus multiethnique comme la nôtre, effectivement, on a peut-être des choses à apprendre des autres cultures sur la façon avec laquelle ils envisagent la mort. Très bien. Parle-nous donc, parlant de la mort, tiens, le tombeau de Toutankhamon, ça a fait beaucoup l'actualité ces derniers jours. Absolument. Et on était sûr qu'il y avait des chambres autour. Et une déception, effectivement. Immense! Oui, parce que faut reculer de quelques années. L'Égypte a accepté, le gouvernement égyptien a accepté de soumettre ou de laisser des groupes d'experts, de scientifiques, passer littéralement à la radiographie certains grands bâtiments de l'Égypte antique, incluant les pyramides, bien sûr, d'où le nom de ce projet qui s'appelait en anglais The Scan Pyramids. Donc, on prend différents appareils, on étudie un peu la répartition de la chaleur dans les bâtiments, on les passe littéralement à la radiographie, le rayon X de ces bâtiments. Jusqu'à maintenant, ça nous a permis de découvrir qu'il y avait dans la grande pyramide de Khufu, qu'on appelle également Khéops, il y avait un important espace placé juste au-dessus de la chambre du roi. Évidemment, cette chambre, on n'y a pas accès pour l'instant. Des archéologues ont fait différentes propositions. On parle de peut-être faire un petit trou à travers la paroi, laisser entrer une espèce de tube et de l'autre côté du tube, on enverrait on peut imaginer ça un peu comme une espèce de cartouche qui tomberait au sol, qui se déploierait et qui ferait un peu comme un ballon dirigeable, un mini-drone qui se promènerait dans cet espace pour nous envoyer des images. OK, mais on est sûr que ça existe, cet espace, cette cavité? Dans la grande pyramide de Khéops, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Parmi les monuments qui avaient été passés à cette expertise-là, il y avait effectivement le tombeau de Toutankhamon. Et là, il faut remonter à peu près il y a 2 ans. On avait remarqué qu'il y avait une répartition de la chaleur qui était anormale sur 2 parois du tombeau de Toutankhamon. Je rappelle que Toutankhamon est un pharaon, disons, de 2e zone. C'est pas un pharaon important. Il est décédé entre l'âge de 17 et 20 ans. On n'est pas sûr exactement quel âge il est décédé. On sait qu'il était le fils d'Akhénaton. Et il pourrait avoir été le fils de Néfertiti. Oh! Donc là, on est ailleurs. On est, comme on dit, dans le club des grands, là. Oui. Parce que Néfertiti, faut pas... Officiellement, l'hypothèse dominante, c'est que Toutankhamon serait le fils, parce qu'à l'époque, faut bien comprendre que dans les unions royales, il y avait beaucoup de consanguinité. Donc, on pense que le pharaon Akhénaton aurait épousé ses sœurs ou aurait vécu avec ses sœurs et Toutankhamon serait le fils d'une des sœurs de Akhénaton. Okay. Bon, évidemment, ça peut paraître choquant aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était quelque chose de très répandu. Mais ça, c'est l'hypothèse dominante. Mais il y a une autre hypothèse qui prend de plus en plus d'espace, qui voudrait que Toutankhamon pourrait être le fils de Néfertiti, qui, on sait, était l'une des épouses d'Akhénaton et une cousine d'Akhénaton. Donc, il faut savoir, Néfertiti, dès qu'on mentionne ce nom-là, c'est probablement le 2e nom qui nous vient en tête lorsqu'on parle de reine d'Égypte après Cléopâtre. Ben oui. Et c'est une très grande reine et on n'a jamais trouvé son tombeau. Il faut comprendre... Est-ce qu'il pourrait être... Voilà, Toutankhamon est un tout petit pharaon et son tombeau était rempli de richesses extraordinaires. Alors, c'est facile d'imaginer, ça fait fantasmer. Si un petit pharaon était entouré d'autant de richesses, à quoi pourrait bien ressembler la tombe d'un grand pharaon? Et il faut le savoir, pourquoi Toutankhamon est devenu aussi célèbre? Parce que jusqu'à ce jour, il est la seule tombe royale qui n'avait pas été pillée, donc qui a été découverte à peu près intacte. Alors, l'hypothèse, et les archéologues avaient quand même remarqué, parce que le tombeau a été découvert en 1922, on avait quand même remarqué que le tombeau de Toutankhamon semblait avoir été fait un peu à la va-vite. Il n'est pas aussi profond que d'autres tombeaux royaux qu'on retrouve dans la vallée des rois.
Et là, à partir du moment où, en 2016, on a trouvé qu'il y avait une répartition anormale de la chaleur dans le tombeau de Toutankhamon, on s'est mis à fantasmer. Est-ce que le tombeau de Toutankhamon aurait pu être aménagé à la va-vite dans une espèce d'antichambre au devant du tombeau de la reine Néfertiti? Est-ce que derrière le tombeau de Toutankhamon, il y aurait le tombeau de Néfertiti? Alors, évidemment, déjà en 2016, le gouvernement égyptien avait annoncé cette découverte en disant, bon, on s'entend une découverte, hein, cette spéculation, en disant, on est peut-être à l'aube d'une découverte extraordinaire qui va révolutionner l'Égypte antique. Malheureusement, cette semaine, le gouvernement, le département des antiquités égyptiennes est venu jeter une douche froide là-dessus. Pas à peu près. Et pas à peu près, en annonçant des travaux menés par des chercheurs de l'Université de Turin en Italie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Effectivement, ce n'est qu'un amalgame de pierres qui fait que la chaleur se répartit d'une façon plus ou moins insolite, mais il n'y a pas de cavité derrière le tombeau de Toutankhamon. Fait qu'on ne sait pas où est Néfertiti. On ne sait pas où est Néfertiti et on ne sait pas... Parce qu'il faut savoir que dans le cas de Néfertiti, on a quand même une momie qui est gardée dans une des réserves du musée du Caire qui pourrait être la momie de Néfertiti. On n'en est pas certain, puis on ne sait pas trop comment les antiquités égyptiennes ont mis la main sur la momie. Est-ce qu'il y aurait eu un pillage de la tombe et la momie aurait circulé depuis quelques siècles? Non, mais attends, là, ils ne sont pas trouvés à un moment donné, ils ne sont pas enfargés sur une momie qui traînait quelque part. Non, mais faut savoir que le département des antiquités égyptiennes ont toutes sortes de trucs qui ont été récupérés chez des antiquaires, rapportés dans des exhibitions plus ou moins officielles. Mais ils ont-tu beaucoup de momies? Ils ont à peu près 200 momies. Il y a 200 momies? 200 momies qui sont gardées dans des réserves. Des momies, évidemment, pas forcément de grands pharaons. On a, par exemple, des momies d'épouses de pharaons qu'on a retrouvées dans des tombeaux. Parce qu'il faut savoir que les pilleurs de tombes, d'abord, dans un premier temps, le pillage se faisait généralement dans les jours ou les semaines qui suivaient le décès du pharaon, puisqu'on savait où était le tombeau. Et après ça, au cours des siècles, évidemment, des pilleurs de tombes ont trouvé des tombeaux et les ont pillés. Ce qui les intéressait, c'était les richesses à l'intérieur, pas les momies. Donc, éventuellement, les momies se sont retrouvées un peu dans une espèce de marché noir, et ça depuis à peu près le 18e siècle. Aïe, aïe. Donc, le département... Allô, hey, sais-tu ce que j'ai trouvé de momie? Ça t'intéresse-tu? Je te vendrais ça beau bon pas cher. Effectivement, beau bon pas cher. Méchant marché. Voilà, et donc le gouvernement égyptien a de ces momies, et en 2010, ils ont fait des analyses ADN sur plusieurs de ces momies, et effectivement, il pourrait y avoir une de ces momies semblait présenter une sorte de signature ADN. Un profil génétique. Qui pourrait correspondre un peu à celui de Toutankhamon. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une des sœurs d'Akhenaton ou est-ce qu'il pourrait s'agir de Néfertiti? S'il s'agit de Néfertiti, bien sûr, ça voudrait dire que son tombeau a été découvert quelque part, à un moment donné de l'histoire, par des pilleurs de tombes, et que probablement, si on retrouve la tombe, elle sera vide de ses richesses. Ou bien, la tombe n'a toujours pas été découverte. Mais c'est vrai que cette annonce faite par le département des antiquités égyptiennes cette semaine est venue jeter un peu une douche, ça a été un peu une douche froide sur les gens qui attendaient une grande découverte archéologique. En tout cas, quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai pensé à toi. J'ai dit, Christian doit être déçu à matin. Absolument. Aïe. Mais tout n'est pas perdu. Non, parce qu'on a peut-être retrouvé le bateau de Barbe Noire. Et en fait, c'est pas peut-être, là maintenant, c'est certain. C'est certain. Voilà, c'est certain. En fait, il faut savoir, ce Barbe Noire, écoute, c'est extraordinaire. Dès qu'on pense aux pirates, c'est l'imagerie populaire. Mais on parle à Barberousse aussi. De Barberousse, mais surtout Barbe Noire, qui est récupéré dans la littérature, qu'on pense au roman L'île au trésor de Stevenson. Il y a un personnage qui est dépeint un peu comme ce Barbe Noire. Il a vraiment existé, Barbe Noire. Absolument. Dans le Pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, je crois que c'était le 2e ou le 3e film de Pirates des Caraïbes, on évoque ce Barbe Noire également. C'est l'image, ce personnage, les joues couvertes de barbe, une barbe qui lui descend au milieu de la poitrine. Il les attachait en faisant des espèces de tresses. Et lorsqu'il arraisonnait des bateaux, il mettait des mèches de canon dans ses cheveux et dans sa barbe pour effrayer les gens dont il arraisonnait les navires. Donc, tu vois, c'est un personnage... C'est vrai, là, ça. C'est tout à fait vrai. C'est un personnage qui faisait 1,90 m,
un véritable géant de son époque, avec un gabarit imposant, un visage patibulaire. C'est l'image du pirate parfait. Est-ce qu'il est un gentil pirate ou un méchant pirate? Ça, c'est assez amusant parce qu'on appelle notre chronique mythe et complot. Et c'est vrai que dans le mythe, on le décrit souvent comme un personnage monstrueux, alors que toutes les fois où Barbe Noire, et il y a une carrière assez courte, 1717 et 1718, donc à peu près une année où il a écumé la mer des Caraïbes avant de finir décapité et la tête au bout d'un mât pour servir de leçon à tous les pirates qui pouvaient écumer les mers des Caraïbes. Mais donc, pendant une année, il a arraisonné de nombreux navires, s'est emparé des cargaisons et toutes les fois où il a fait ça, il ne s'en est pas prêt à l'équipage. Bien sûr, il y avait des escarmouches et il y avait des décès lors de ces escarmouches. On attaquait les bateaux avec des canons. Mais lorsqu'il s'emparait d'un équipage, ce qui l'intéressait, c'était la cargaison. Donc, il prenait l'équipage en otage, pillait les cargaisons des navires qu'il arraisonnait et ensuite libérait les équipages. Il n'y a aucun récit qui parle que ce bonhomme-là, en fait, qui assassiné froidement, aurait froidement assassiné des gens. C'était pas son genre. Bon. Et on avait trouvé, donc on sait que dans l'histoire de ce Barbe Noire, il avait arraisonné un navire français qui s'appelait le Concorde. C'est un navire qui était solidement armé et il l'a transformé et c'est devenu le Queen Anne Revenge. Et c'était le navire de Barbe Noire. C'était celui-là qui était associé à Barbe Noire. OK, donc il a pris un navire français, puis c'est devenu son propre navire. Voilà, avec il lequel l'a arraisonné. C'était un navire qui était solidement armé avec des dizaines et des dizaines de canons. Donc, il arraisonne le navire et il va terrifier, en fait, il va semer la destruction et la peur dans la mer des Caraïbes. Okay. Et ce navire, il va l'échouer éventuellement en Caroline du Nord et il va tenter de le faire ça. Il s'échoue sur un banc de sable. Il demande, parce qu'à un moment donné, Barbe Noire avait 3 ou 4 navires. Il avait littéralement une flotte avec lui. Il a essayé de le tirer, mais le navire étant endommagé à un point irrécupérable, le navire a simplement sombré. En 1995, des chercheurs d'épaves ont localisé une épave le long de la Caroline du Nord, et cette épave-là, par ses dimensions, correspondait au Queen Anne's Revenge, le navire de Barbe Noire. Donc, depuis 1995, on connaît l'emplacement de l'épave. Mais on ne savait pas si c'était le navire de Barbe Noire. Pas sûr. Et même le département de la culture disait, on a peut-être trouvé le navire de Barbe Noire. Mais depuis 2000, on a entrepris des fouilles archéologiques. On a remonté à la surface des items, des canons, toutes sortes de pièces. Et la semaine dernière, le département de la culture a reconnu que maintenant, il n'y avait plus de doute. Ce navire au large de la Caroline du Nord est bel et bien le Queen Anne's Revenge. Il est bel et bien l'épave du navire du terrifiant Barbe Noire. Qui a vraiment inspiré le pirate des Caraïbes. Absolument, Edward Teck. Eh bien... on est content. Ben oui, donc on n'a pas retrouvé Nefertiti, mais on a retrouvé au moins le bateau de Barbe Noire. Et c'est vrai que les histoires de pirates fascinent toujours. Ah ben oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, il faut. Alors, on s'arrête parce que au retour, on va parler du roi David. Moi, je pensais que le roi David s'était établi, qu'il avait vécu, parce qu'on parle de lui dans l'Ancien Testament. Mais Christian Page va vous dire que c'est pas certain du tout qu'il a existé, quoique peut-être que les dernières informations tendraient à confirmer qu'il a bel et bien vécu à un moment donné. Mais pour savoir, il faut rester après la pause. Drainville PM. De retour avec Christian Page pour les mythes et complots. Christian, le roi David... Un beau mythe. Un mythe, vraiment? Ou une réalité? Ben, j'étais certain, moi, qu'il avait existé. Ouais, écoute, est-ce que le roi Salomon, on est sûr qu'il a existé? Non, pas du tout. Ah ben, en fait, écoute, ici, on entre dans un sujet qui est excessivement controversé. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes » et j'étais confronté, en fait, à tous ces mythes, ces grands mythes qui sont évoqués notamment dans l'Ancien Testament, la Torah, les grands personnages. Le roi David, bien évidemment, c'est David et Goliath, c'est lui. Et il est le père de Salomon, le temple de Salomon à Jérusalem. Donc, on a toute une espèce de littérature religieuse qui nous raconte ces histoires-là, mais sur le plan archéologique,
peu de ces éléments-là sont soutenus par des preuves sur le terrain. Avant la pause, justement, je t'ai mentionné hors d'onde, par exemple, le personnage le plus important de l'Ancien Testament, Moïse, même lui, la plupart des archéologues ou des historiens disent il n'y a aucune preuve archéologique qui supporte l'existence de Moïse. Il n'y a pas eu d'exode des Hébreux de l'Égypte antique. On sait que sous le règne de Ramsès II, parce qu'on croit que Moïse les Hébreux auraient été les prisonniers de Ramsès II. Il faut quand même mentionner que dans l'Ancien Testament, à un seul endroit, on mentionne Ramsès II. Le reste du temps, l'auteur que l'on croit être Moïse, puisqu'il parle à la première personne. Et on sait que les textes ont été écrits 800 ans après Moïse, donc ça ne peut pas être lui qui écrit, mais il fait toujours référence à Pharaon. Il ne le mentionne jamais. Mais il n'y a pas eu d'exode des Hébreux. Il n'y a pas eu une occupation massive du désert du Sinaï, comme on imagine dans l'Exode de l'Ancien Testament. Et c'est un peu la même chose avec le roi David et son fils Salomon. Ce sont des personnages très importants, mais en réalité, les preuves archéologiques sont excessivement ténues. Or, et dans le cas du roi David, par exemple, c'est assez amusant parce qu'on avait une impression à un moment donné, on avait fait des découvertes archéologiques qui semblaient appuyer l'existence du roi David et soudain, ces découvertes archéologiques ont été remises en question, donc atténuant l'existence du personnage. Et là, voilà que des archéologues ont mis à jour au sud de Jérusalem, dans les montagnes d'Hébron, ils ont mis à jour des ruines et ces ruines pourraient être la ville d'Églon. Et ce qui est assez étonnant, cette ville d'Églon, elle est mentionnée dans l'Ancien Testament. Elle a fait partie à un moment donné d'une coalition de 5 villes qui se sont opposées aux Israélites. Et éventuellement, elles ont été conquises d'une certaine façon et elles ont rejoint le royaume de Salomon. Et ce que l'on constate dans ces découvertes archéologiques, c'est qu'on retrouve dans cette ville d'Églon, entre guillemets, parce que les archéologues, la découverte est tout à fait récente. On tente à essayer de démontrer l'identité de cette ville, mais on croit pour l'instant qu'elle pourrait correspondre par sa location, par l'endroit où elle se situe, par la dimension de la ville. Il pourrait s'agir de la ville d'Églon. Et on voit dans cette ville des détails architecturaux qui montrent qu'il y a eu une influence des territoires du Nord sur les territoires du Sud. Ça peut paraître complexe, mais tout ça ne s'est fait que sous le règne, selon la Bible, du roi David. Donc, s'il y a eu cette influence, ça vient ajouter de la crédibilité au récit biblique, le récit de la Torah, qui raconte que ce roi David a été un grand unificateur de tous ces territoires qui aujourd'hui représentent Jérusalem et les territoires du Sud. Donc, évidemment, c'est très important parce que dès qu'on parle d'archéologie, évidemment, l'archéologie biblique fascine énormément parce qu'elle est appuyée par des textes qui, dans certains cas, semblent fantastiques, fantasmagoriques, et voilà que des découvertes archéologiques viennent les appuyer. Donc, si on arrive à démontrer de manière irréfutable l'existence du roi David... À ce moment-là, ça veut dire que Salomon s'ensuit? Peut-être que le roi Salomon, lui aussi, est un véritable personnage de l'histoire, parce que quand on visite Jérusalem, et je me rappelle une anecdote assez amusante, on parlait de l'Arche d'Alliance, et selon les récits bibliques, l'Arche d'Alliance aurait été cachée dans le temple de Salomon. Et lorsque les Babyloniens s'emparent de Jérusalem, l'arche n'y est plus. Donc, la légende voudrait qu'elle soit cachée sous le temple de Salomon. Le temple de Salomon, aujourd'hui, se trouve, selon la Bible, il se trouvait à l'endroit où est construit aujourd'hui le dôme du rocher, cette mosquée avec le grand dôme doré qui se trouve à cet endroit-là. Et on dit que le temple de Salomon se trouve en dessous. Et là, je demande à un archéologue, si l'arche est là, on n'a qu'à creuser. Il me regarde. Et devant ma bêtise, il dit, écoute, tu voudrais déclencher une 3e guerre mondiale? Parce qu'il faut savoir... C'est un des principaux lieux saints de l'islam. De l'islam. Et la ville elle-même de Jérusalem, elle est divisée entre plusieurs groupes religieux. On a les chrétiens, les Hébreux. Donc, c'est un endroit très névralgique. Et parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de fouilles archéologiques, évidemment, on reste un peu dans le doute. Y a-t-il réellement des ruines sous le dôme du rocher? Ces ruines sont-elles le temple de Salomon, fils du roi David? Et là, tout le moins, cette découverte archéologique vient donner un élan au récit biblique sur l'existence du roi David. Qu'il y a de mystère. ChristianPage.ca pour sa prochaine conférence, Les véritables dossiers X. Le 19 mai prochain. Merci beaucoup, Christian Page. Ça fait plaisir. Merci à Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau et
et mon ami Larry Dufresne, et puis Alexandra Pouliot qui nous a donné un petit coup de main aujourd'hui. Merci beaucoup. Paul Aude s'en vient. Bonne fin de semaine tout le monde.